le scénario a tourné au cauchemar hier, le 6 janvier. Et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Lorsque nous avions fait le point de la situation américaine à la mi-décembre, nous avions identifié ensemble le 6 janvier 2021 comme une journée décisive, celle où les événements pouvaient tourner en faveur de Donald Trump ou bien contre lui. Pourquoi ? Parce que c'était le 6 janvier que le Congrès des États-Unis devait certifier le collège électoral. Et rappelez-vous, je vous avais souligné que dans 7 États américains, les républicains avaient envoyé une délégation de grands électeurs propres pour contester le collège qui avait été constitué selon l'hypothèse de la victoire de Joe Biden. Alors effectivement, c'est entre le 14 décembre et le 6 janvier, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons pu le suivre à travers les fêtes de Noël et le réveillon. Il s'est passé en particulier que grâce à ce laps de temps, à ce répit, les élus républicains dans les États contestés, en Géorgie, dans le Nevada, en Arizona, dans le Wisconsin, dans le Michigan, en Pennsylvanie, en ont profité pour faire le travail que jusqu'ici, personne, à part les avocats de Trump, n'avait fait. Ils ont commencé à établir systématiquement les preuves de la fraude massive qui a concerné ces 7 États. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de partisans de Donald Trump, un certain nombre d'électeurs, a été très confiants plus on se rapprochait du 6 janvier en disant « il va vraiment se passer quelque chose ». Ils étaient d'autant plus confiants que plus d'une centaine de membres de la Chambre des représentants, d'élus républicains, mais aussi plus d'une dizaine de sénateurs avaient décidé qu'ils allaient contester la certification des États. Et il faut souligner le courage de ces élus, et même dans ce qui s'est passé hier soir, nous y reviendrons, mais 138 élus ont jusqu'au bout affirmé la réalité, à savoir la fraude massive dans un certain nombre d'États qui ont été artificiellement basculés du côté de Biden. Eh bien, malgré cela, le scénario a tourné au cauchemar hier, le 6 janvier. Et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre de grands notables républicains, à commencer par le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui n'ont pas voulu jouer le jeu, qui n'ont pas voulu endosser le cheval de la lutte pour la transparence et l'honnêteté des élections. C'était un mauvais signe et cela a très clairement déstabilisé le scrutin en Géorgie. Vous savez qu'il y avait le 5 janvier le vote pour deux sièges de sénateurs qui restaient à pourvoir. Simplement, mettez-vous à la place des électeurs républicains. Si on leur dit que le leader républicain du Sénat, de toute façon, n'en a absolument rien à faire et qu'on élise un démocrate ou un républicain, de toute façon, il est du côté des démocrates, eh bien cela a conduit à un résultat tout à fait désastreux, à savoir la perte des 2 sièges de sénateurs qui, normalement, devaient revenir aux républicains. Et il y a aujourd'hui une situation absolument dramatique du point de vue des institutions américaines, à savoir le fait que les démocrates ont la majorité au Sénat, en même temps qu'à la Chambre des représentants, et qu'ils viennent de faire main basse sur la présidence de façon malhonnête, c'est-à-dire qu'ils contrôlent entièrement les institutions. Eh bien, cela s'est joué à peu de voix dans la journée du 5 janvier, mais c'était le résultat de l'abandon, de la démission de certaines personnes qui auraient dû défendre Donald Trump. J'ai parlé de membres du Congrès. On pourrait parler aussi du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, et de son secrétaire d'État qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'organiser des fuites sur des conversations confidentielles avec le président américain. Une très grave faute, mais cela fait partie d'un contexte effectivement de trahison qui a entouré ces derniers jours le président Trump. Et à partir de là,
il était bien évident que se jouait quelque chose de tout à fait décisif autour de la personne du vice-président Mike Pence. Le vice-président des États-Unis, c'est celui qui préside à la séance de certification du collège électoral par le Congrès. Alors, en fait, contrairement à ce que Mike Pence a dit dans la journée d'hier, dans un courrier qu'il a publié, le vice-président a énormément de pouvoir ce jour-là, puisqu'il peut constater que les grands électeurs n'ont pas été nommés de manière régulière et renvoyer la nomination des grands électeurs dans les États contestés devant les assemblées de ces États. C'était quelque chose qu'il pouvait faire d'autant plus pour les swing states que les assemblées des États, premièrement, n'avaient pas été consultées pour la nomination des grands électeurs, et deuxièmement, avaient entamé un travail considérable d'élucidation de la fraude. Il suffisait que Mike Pence dise vous avez 8 jours pour examiner les allégations et pour nous renvoyer des grands électeurs, soit républicains, soit démocrates, selon ce que vous aurez trouvé. C'était tout à fait faisable et cela aura permis une inauguration le 20 janvier sans aucun problème. Eh bien, Mike Pence n'a pas eu ce courage. Et finalement, nous en revenons toujours à la même idée, ce qui aura manqué chez un certain nombre de républicains, c'est le courage. Nous avions parlé de la fuite devant leurs propres responsabilités des juges de la Cour suprême, ceux qui avaient été nommés par le président Trump en particulier. Eh bien là, nous avons eu un effondrement moral du vice-président Pence, et c'est d'autant plus étonnant que Donald Trump l'avait soutenu à fond. On n'avait jamais vu un président américain soutenir autant les thèses pro-vie qu'incarnait Mike Pence que le président Trump. Et la manière dont il a été remercié, c'est par un lâchage au dernier moment par son vice-président. Alors, au moment où Mike Pence décidait de ne pas se battre, décidait de déposer les armes, le président Trump faisait un grand discours qui aurait dû être normalement le complément de l'action de Mike Pence, puisque le président Trump avait décidé de rendre public, de lister les centaines de preuves de la fraude, de donner des exemples. C'était d'ailleurs pas une liste exhaustive, mais tout ce qu'on pouvait accumuler comme preuve dans les swing states. Et donc c'était très complémentaire. Mais à partir du moment où son vice-président l'avait lâché, le discours de Donald Trump devenait plutôt une espèce de litanie de plaintes et il était très émoussé politiquement. Alors, est-ce là que Donald Trump a commis une erreur lorsqu'il a maintenu, malgré tout, la marche pacifique de ses partisans vers le Capitole? C'est là qu'il a dit qu'il fallait se rendre vers le Capitole pour faire bien comprendre aux républicains qui n'avaient pas envie de se battre qu'il fallait se battre pour défendre l'intégrité de l'élection et le vote du peuple américain. Et vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu invasion d'une partie du bâtiment du Capitole. Alors invasion par qui? On a dit, c'est la thèse qui va être répétée à n'en plus finir, que c'était des partisans indignés de Donald Trump. Et regardons les images, il y en a certainement un certain nombre qui ont laissé s'échapper leur indignation parce qu'ils étaient ulcérés par la trahison du vice-président Mike Pence. Mais si vous regardez bien les images, vous avez aussi un autre type de public. Il faudra que les historiens travaillent très sérieusement là-dessus. J'ai même tendance pour ma part à penser que les premiers qui ont pénétré dans le bâtiment étaient plutôt des provocateurs, des antifas qui s'étaient déguisés en partisans de Donald Trump. On avait affaire hier à une de ces grandes journées révolutionnaires où il se passe des tas de choses sans que tout le monde comprenne bien. Le résultat de cette invasion du Capitole a été absolument désastreux pour l'image de Donald Trump, puisque cela a permis aux démocrates, alors qu'ils sont ceux qui font un coup d'État sur l'élection, eh bien, cela a permis aux démocrates de faire apparaître le président Trump comme quelqu'un d'irresponsable ou comme quelqu'un qui voulait empêcher
le Congrès de siéger dans ce bâtiment symbole par excellence de la démocratie qu'est le Capitole à Washington. Eh bien, de ce point de vue-là, le coup est réussi puisque les partisans de Biden ont maintenant un récit qui est apparemment cohérent. La vérité, si vous voulez, c'est que nul ne sait comment les choses vont se développer. Oui, bien sûr, Donald Trump n'a plus de chance de rester à la Maison-Blanche le 20 janvier. Mais que va-t-il se passer? Comment va réagir la population américaine dans ses profondeurs? Les centaines de milliers d'électeurs du président Trump, pacifiques ceux-là, qui s'étaient rassemblés à Washington hier et qui ne se sont pas approchés du bâtiment du Capitole, qui sont restés raisonnables et luttant pour la justice de manière tout à fait posée, eh bien, comment vont-ils réagir? Comment va évoluer le Parti républicain américain? Il est en morceaux aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra se reconstituer? Il y a d'un côté ces notables républicains qui ont vendu leur âme aux démocrates. Il y a d'autre part la base populiste de Donald Trump, celle qui peut-être s'est un peu trop échauffée hier. Il y a enfin l'immense majorité des électeurs de Trump qui sont ce qu'on appelle le parti du law and order. Mais tout cela représente 74 millions de personnes. C'est plus de la moitié du corps électoral américain, n'en déplaise à ceux qui voudraient que Biden ait fait un score pharaonique. Eh bien, comment vont réagir ces gens-là? On est certain d'une chose, c'est que Biden va être un président faible, d'abord parce qu'il est très affaibli physiquement, ensuite parce qu'il sera ballotté entre ses affaires de corruption, les pseudo-modérés du Parti démocrate et, d'autre part, les militants les plus gauchistes. Il sera en fait une espèce de François Hollande à la sauce américaine, ballotté entre des influences entre lesquelles il n'est pas capable d'arbitrer. Mais malgré tout, ce qui est certain, c'est que le Parti démocrate, ayant tous les leviers du pouvoir, va essayer d'en abuser pour changer la Constitution, peut-être pour nommer un certain nombre de juges supplémentaires à la Cour suprême, pour imposer des conditions sanitaires absurdes, mais au nom de la lutte contre telle ou telle pandémie, pour revenir à un programme mondialiste, pour à nouveau ouvrir les frontières à une immigration débridée. Et là, effectivement, je crois que non seulement nous avons le droit d'être déçus que la victoire de Donald Trump n'ait pas été reconnue, mais nous avons toutes les raisons d'être inquiets parce que si les États-Unis reviennent aux pires errements de la période Clinton-Bush-Obama, eh bien, c'est tout l'équilibre du monde actuel qui est remis en cause. C'est l'influence de la Chine qui va redevenir à nouveau très importante. Au fond, qu'est-ce que c'est le Parti démocrate aujourd'hui? C'est l'alliance des partisans des 0,1% les plus riches de la population mondiale avec des gauchistes hystériques. Eh bien, tout cela va mettre en danger profondément les libertés aux États-Unis et à travers tout le monde occidental. Et je connais bien des dictateurs qui doivent se réjouir que Trump n'ait pas été reconduit, puisqu'ils auront face à eux des États-Unis divisés et affaibli, et un monde occidental déboussolé. C'est pourquoi, je crois, nous allons devoir continuer à observer tout cela avec beaucoup d'acuité. Nous allons devoir continuer à établir la vérité sur ce qui s'est vraiment passé dans ces semaines maudites de l'histoire américaine, les plus terribles de l'histoire américaine. Nous allons aussi devoir apprendre à nous battre de manière différente. Nous ne pourrons plus compter sur une puissance conservatrice et raisonnable étant la boussole du monde libre. Nous devrons, dans chacun de nos pays, nous battre pour la nation démocratique avec nos moyens et en étant à la merci d'intérêts coalisés qui, évidemment, pour l'instant, se réjouissent énormément du mauvais coup qu'ils ont fait subir à la démocratie américaine. Alors, je crois que nous allons avoir beaucoup de sujets à traiter dans les semaines et dans les mois qui viennent. Nous continuerons à observer les États-Unis. Nous nous demanderons quelles sont les répercussions de ce qui s'est passé aux États-Unis pour le monde entier. Nous aurons à regarder de manière attentive et inquiète ce qui se passe du côté de la Chine et de son influence dans le monde. C'est quand même extraordinaire que le président Xi Jinping ait fait la comparaison entre les assaillants du Capitole et les insurgés de Hong Kong. C'est-à-dire qu'il fait la comparaison entre le Parti démocrate et la dictature chinoise. Ça vous en dit long sur finalement les intérêts qui mènent le monde aujourd'hui.
Tout cela, nous allons avoir à le décrypter, à l'interpréter, et nous aurons à continuer à nous battre pour ce qui est le plus important et l'arme que on ne pourra jamais nous enlever, à savoir la recherche de la vérité en politique et en histoire. Et je vous remercie de suivre mes vidéos, de les diffuser, de vous être abonné à ma chaîne. Je vous rappelle qu'il faut cliquer sur la petite clochette pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous invite aussi à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux. Et j'ai par ailleurs, au cas où, à force de dire la vérité, mon compte Twitter était censuré, j'ai créé un fil Telegram que vous pouvez suivre aussi et dans lequel je reprends un certain nombre de tous ces contenus. Voilà une année 2021 qui s'ouvre sur le plan public sous de sombres auspices. Cela ne doit pas nous empêcher de nous souhaiter, à nous tous qui aimons la liberté, une très bonne année 2021. Je vous la souhaite, je la souhaite à tous vos proches. Je souhaite que tous vos vœux les plus chers soient réalisés. Et nous allons nous battre, nous allons continuer à décrypter le monde, à essayer de l'interpréter pour le rendre meilleur. Nous allons faire en sorte que la liberté ne soit pas définitivement confisquée par tous ceux qui veulent mettre la démocratie au service de quelques-uns ou au service d'intérêts obscurs. À bientôt.